Bonjour à toutes et à tous, je suis Anne-Sophie Dutta et vous écoutez Learning Matters. Dans cette première série, Comment décider face à l'incertitude, mes invités ont des savoirs et des méthodologies à transmettre. Ces femmes et ces hommes sont inspirants, car ils éclairent la voie d'un monde de plus en plus complexe, de plus en plus rapide, et nous aident à prendre le recul nécessaire pour mieux avancer et progresser, pour décider plus sereinement. Aujourd'hui, je reçois Tristan Viscock. Chef d'entreprise dans le monde de la finance pendant plus de 20 ans, son univers bascule en 2011 lorsqu'apparaît du jour au lendemain un acouphène omniprésent qui bouleverse son existence. Impossible de continuer à travailler. Tristan ferme alors son entreprise. Il trouve refuge dans la course à pied aux confins de l'extrême et se plonge dans la peinture qu'il exerce aujourd'hui en état de conscience modifié. Je vous laisse découvrir le témoignage de Tristan, qui se définit comme un artiste entrepreneur, un passeur au profil atypique. Bonjour Tristan. Bonjour Sophie. Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui pour témoigner de ton expérience, de ton parcours. Alors c'est vrai que c'est un peu difficile pour moi de savoir comment commencer cette interview parce qu'il y avait plein de manières et plein de sujets que j'aurais aimé aborder avec toi dès le début. Mais notre sujet, c'est donc la prise de décision face à l'incertitude. Je crois que dans ton parcours, il y a un des moments que tu as vécu qui est vraiment particulièrement, je dirais, incertain et qui peut poser beaucoup de questions aussi aux différentes personnes qui vont pouvoir écouter ton témoignage. C'est finalement ton expérience de mort imminente. Donc j'aimerais bien que tu puisses nous en dire un petit peu plus autour de cette expérience, peut-être le contexte, et puis surtout aussi cette question qui me taraude, c'est est-ce que finalement on fait le choix de revenir quand on est dans cette situation ou est-ce que ce choix s'impose à nous ? Ouais. Merci, c'est un sujet intéressant. D'abord, qu'est-ce que l'incertitude ? C'est le premier énoncé je pense que c'est le premier postulat qu'on doit poser. L'incertitude, c'est un moment où on se retrouve dans une phase de vie où on s'interroge, on se pose des questions, on ne sait pas très bien où sont les voies de sortie. Alors, même chose, est-ce que c'est une mort imminente ? Est-ce que c'est une sortie de corps ? Est-ce que c'est un signal ? Je crois qu'on parle de décorporation. Ou de décorporation. En religion, neurosciences. Ouais, exactement. En fait, ça a été un moment de vie qui est arrivé après une phase d'incertitude et de combat plutôt, après un bruit que j'ai eu dans l'oreille alors que j'étais entrepreneur en 2011, et qui là a ouvert justement tout le champ des incertitudes. C'est-à-dire quand tu sais plus très bien comment tu vas pouvoir mener ta vie parce que ce bruit est tellement envahissant, c'est un acouphène virulent. Qui est apparu du jour au lendemain. Ouais. Et là, t'es face à vraiment des incertitudes. C'est-à-dire, tu sais pas quoi faire de ta vie, tu peux plus dormir, t'as une sirène constante et tu te poses vraiment les questions de savoir si t'as envie de continuer avec surtout qu'on te dit que dans l'état de la science, il y a pas de solution. Donc c'est quand même très compliqué. Donc il faut se battre avec ça et c'est un vrai combat. Et la phase d'incertitude, c'est qu'est-ce que j'en fais en fait ? Est-ce que je suis capable de vivre avec ce bruit-là ? Est-ce que je suis capable de trouver entre guillemets des palliatifs qui vont pouvoir me permettre d'avancer malgré ce bruit ? Et en fait, moi, ce qui m'a permis de compenser ce phénomène sonore, c'est la course. J'ai commencé à courir en m'apercevant qu'au bout de quelques minutes de course, le bruit disparaissait. Donc ça, c'est un moment fort quand tu commences à t'apercevoir que c'est ton moyen de faire face à l'incertitude. C'est-à-dire, c'est le moyen à un moment d'être dans un moment de paix, en fait, par rapport à ce combat. Et aujourd'hui, c'est un thème quand même actuel. Tu vois, on parle du combat et de la paix bien sûr, toute la journée. C'est comment tu arrives à un moment à calmer les choses, prendre du recul et et pouvoir prendre des décisions sereinement. Et donc, cette phase de combat, elle est est-ce que je continue à vivre ? Est-ce que ce bruit-là, qui est insoutenable, c'est vraiment une souffrance absolue, qui est d'autant plus compliquée, j'en avais parlé dans un autre podcast, mais qui est d'autant plus compliquée que les gens ne le comprennent pas. Alors, justement, pour bien comprendre un petit peu techniquement parlant, enfin scientifiquement parlant, est-ce que déjà il y a une explication scientifique ? C'est un bruit qui apparaît dans l'oreille, un bruit constant. Ouais.
Et qui est plus ou moins se... fort chez les gens. Enfin, parfois c'est des tintements. Moi, je rencontre beaucoup de gens qui me disent j'ai des acouphènes. Ça peut être un tintement, un bourdon. Il y a des gens, ce sont des moteurs d'avion. Moi, c'est une sirène hurlante. Enfin, c'est un. Je parle toujours d'une sirène de camion de pompiers, enfin comme si j'avais une sirène tout le temps dans l'oreille. Et en fait, le gros problème, c'est que les gens peuvent pas imaginer, sauf à les mettre en situation dans cet environnement-là. Et donc, face à ça, l'idée, c'est de trouver les ressources, en fait, les ressorts qui te permettent à un moment de reprendre le pas sur ce bruit-là et essayer de le dompter. Déplacer. Et de le déplacer. Et donc, ça génère un état dépressif, ça génère des envies suicidaires pour certains. Je pense pas avoir eu d'état dépressif, je pense pas avoir eu d'envie de suicide, j'avais simplement des envies d'arrêter le bruit. D'échapper à ça, oui. Ouais, d'arrêter le bruit. Tu te dis, comment je fais reset? Et c'est vrai que quand je trouve ce moyen via la course, je me dis, bah oui, je me lance à corps perdu là-dedans, parce que ça va me permettre de m'échapper un peu, et tu vois, d'avoir des zones des temps de répit. Et en fait, je cours tellement que après avoir fait des ultra trails à La Réunion et autour du Mont Blanc, et en 2015, après avoir couru l'ultra trail du Mont Blanc, 4 jours après, je me retrouve avec un pronostic vital engagé. En fait, j'ai détruit mes muscles, les reins bouchés, donc je me retrouve en dialyse et compagnie. Parce que ce sont des courses qui mettent quand même le corps à l'épreuve. Mais il y en a beaucoup qui le font, et tu vois, qui n'arrivent à rien. Il ne leur arrive rien. Il ne leur arrive rien. Enfin, qui termine. J'ai un très bon copain là qui vient de le terminer. Tu vois, il finit 2e de sa catégorie senior. C'est combien d'heures de course à peu près pour un bon coureur? Alors lui, il a mis 27 heures et on a un cut à 46 heures. C'est-à-dire qu'après 46 heures, tu peux plus. Tu peux plus continuer. C'est terminé. Avec des dénivelés, bien sûr. Avec du dénivelé, exactement. Et donc c'est ce séjour à la Pitié-Salpêtrière après cette course, pendant une semaine, t'es face à aussi des incertitudes. On te dit dialyse à vie. Moi, j'ai toujours l'acouphène. J'ai vendu ma boîte parce que j'étais entrepreneur. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Donc cette phase d'incertitude, elle arrive et tu sais pas comment tu vas gérer tout ça en même temps. Et au bout d'une semaine, alors que les dialyses, ça reprend petit à petit, mais il se passe pas grand-chose. On me parle de dialyse à vie, de greffe de rein. Donc là, tu commences à te poser des questions. Et au bout de 7 ou 8 jours, en pleine nuit, je fais encore une fois, je sais pas si c'est une expérience de mort imminente, parce que ça n'a pas toutes les caractéristiques. Je me suis pas mal renseigné depuis. Est-ce que c'est une décorporation, une expérience de mort imminente? Enfin, voilà ce que je te disais. Mais en tout état de cause, je vois des choses. Il y a quelque chose qui se passe pendant cette fameuse nuit, et le lendemain matin, je sens que tout mon corps repart. D'accord. Alors, il se passe, c'est-à-dire que tu te vois, en fait... Je me vois au-dessus de moi, je suis en lévitation, je vois mon aspect physique... Ton enveloppe corporelle. Mon enveloppe corporelle profondément ancrée dans mon lit. Je vois des racines profondes, je vois un tableau d'Innocent X que j'ai peint après, parce que ça sera la suite aussi, et le changement de vie. Je vois mes enfants, enfin voilà, tout un... Je vois pas le tunnel, je vois une espèce de lumière. Je suis un peu dans du coton. Enfin, c'est assez étonnant. Et c'est marrant parce que j'ai les images là qui me reviennent. Ça revient automatiquement. Ouais. Et un sentiment de bien-être. Ouais, total, total. Et je vois des racines hyper profondes qui me retiennent au sol en fait. Et je pense que c'est ça qui me fait revenir. Parce que sinon, tu te laisses porter. Tu te laisses ça a l'air doux porter. et apaisant. Je pense qu'il y a aussi mes proches. Enfin, les gens que j'aime sont là, et donc j'ai entre guillemets pas le droit de partir. Et j'ai besoin de revenir. Et donc après je me rendors, je pense, et le lendemain matin, je me réveille, et là, je sens vraiment qu'il s'est passé quelque chose. Oui, donc t'as pas souvenir d'avoir fait un choix particulier, de devoir choisir entre... Rester ou partir? Non, je pense ça a été assez naturel en fait.
j'avais vraiment, c'est marrant parce que dans mes tableaux aujourd'hui, j'ai un côté très racinaire enfin, j'ai un besoin d'être relié au sol. C'est marrant. Un ancrage en fait finalement. Ouais, c'est vraiment un ancrage. Et voilà. Et là s'ouvre un chapitre un peu spécial, c'est que je peignais à mes heures perdues, je faisais du street, je faisais des pochoirs, et en sortant de l'hosto, j'ai un besoin viscéral d'aller peindre. De peindre ses racines. De peindre ce qui m'était arrivé en fait. Tu vois, ces phases de combat, et il y a aussi un phénomène d'acceptation, c'est-à-dire que le combat se transforme. J'ai accepté le bruit. Et en fait, je me dis, oui, il peut y avoir beaucoup plus grave, c'est-à-dire être mort. Et donc, qu'est-ce que j'en fais? Et donc, t'as un cycle qui se met en place, qui est étonnant parce qu'en fait, on ne voit plus du tout les choses de la même façon. C'est-à-dire que j'ai un prisme qui fait que la vie que j'avais avant, je le vois totalement différemment. J'étais plutôt toujours avec un coup d'avance, en essayant d'anticiper les choses. Et là, finalement, tu as besoin de te poser, de dire, bah oui, je suis bien là. Et ce qui est important, finalement, c'est d'être là, avec les gens que t'aimes, dans l'environnement dans lequel tu es. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? Et donc, à nouveau, une phase d'incertitude. À nouveau une phase d'incertitude. Exactement. Mais tu abandonnes la course alors du coup. Cette fameuse course que tu avais peut-être d'abord dans ta vie d'entrepreneur, puis après la course au sens la course en général, oui. Pour pallier à la confène. Oui, très clairement. Alors je continue à courir pour me tenir en forme, les routines, tu sais, qui font mais plus avec du bien. Mais plus avec ce besoin d'extrême. Non, absolument pas. En revanche, un besoin d'ancrage qui est extrêmement fort et qui vient surtout d'un besoin d'être là maintenant, là, ici, maintenant. Enfin, on parle du moment présent. Et donc, c'est ce qui, à un moment, fait que quand tu te rends compte que finalement, les choses importantes, elles sont toutes là. Ce dont tu as besoin, c'est ici. Donc, c'est comment tu t'en profites, tu t'en sers pour faire face à cette nouvelle page, finalement, qui s'écrit. J'ai plus de bois, enfin j'ai vendu ma boîte, donc il faut que je trouve. Moi, j'ai besoin d'avoir une activité et compagnie. Et en fait, il y a je sais pas, on parle d'une grâce, d'un don, je sais pas. Il y a un truc qui se révèle, c'est que un mois après la sortie de l'hosto, donc cette envie de peindre, de dessiner, et ça vient tout seul. Et donc concrètement, ça a vraiment boosté ta créativité. Ah mais enfin c'est au-delà du booster, c'est que ça a révélé quelque chose qui était sous-jacent, parce que j'avais, enfin dans mon passé professionnel, le samedi, le dimanche, ou le soir, il m'arrivait de peindre, de faire du street, des pochoirs, mais c'était quelque chose en passe-temps. Là, je sens que c'est mon fil conducteur, c'est-à-dire que ça va devenir mon... Mais alors du coup, au-delà du besoin et de l'envie, donc ça je comprends, l'envie créative, l'impulsion, mais est-ce que techniquement parlant, t'as l'impression d'être passé, que ta technique en tout cas de peintre s'est développée un jet créatif, qui est presque non maîtrisé. C'est-à-dire que ça vient, je peins en état de conscience modifié, les premiers dessins que je fais à l'encre de Chine, c'est comme de l'écriture automatique, donc ça vient tout seul. Aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est vraiment quelque chose qui avec une technique aboutie que tu n'as jamais apprise avant. Donc c'est une révélation. Enfin moi et partant de ces encres, après je me mets à faire des grands tableaux. Il y a des moments où je sors de l'atelier, je sais pas comment j'ai pu peindre ça. Je crois qu'on parle du syndrome du savant acquis, notamment pour les personnes en situation d'autisme qui ont parfois des compétences incroyables, des dons, sans qu'on puisse expliquer. Est-ce que tu penses que ça s'inscrit dans cette logique-là ? Moi, c'est justement, je me suis pas mal renseigné pour savoir ce qui s'était passé, et je tombe sur un article qui parle de ça, de syndrome du savant acquis, qui sont... En fait, on s'aperçoit qu'il y a certaines personnes, après avoir eu des traumas, commotion cérébrale, AVC, et j'ai lu un article récent sur des fulgurés, des gens qui reçoivent la foudre et qui développent des dons. C'est-à-dire qu'on pense qu'au niveau connexion neuronale, il y a des choses qui apparaissent et qui permettent de récupérer ou des dons qu'on a acquis pendant l'enfance ou pendant une partie de sa vie, ou
par des aïeux ou des grands-parents ou des parents. Et en fait, moi, j'avais un grand-père et un arrière-grand-père qui étaient peintres, tous les deux, et malheureusement que je n'ai pas connu, parce que ça m'aurait bien aidé dans mon parcours artistique. Mais je pense qu'en ayant été bercé dans cet environnement, en ayant vu toujours ces tableaux, peut-être que l'œil se forme, peut-être que il y a des choses au niveau du cortex qui font qu'on apprend, qu'on est peut-être apprenant, et que ça ressort grâce à moi je dis grâce, parce que finalement cette expérience à l'hosto, c'est vraiment quelque chose qui m'a permis d'ouvrir des portes. Et donc là, à partir de ce moment-là, pour faire de l'invisible aussi, parce qu'il y a toute une dimension. Il y a une dimension que tu mesures pas. Pas du tout. Oui. Que tu ne maîtrises pas, que tu ne mesures pas, mais qui est aussi hyper intéressante et hyper enrichissante. C'est-à-dire que, justement, quand tu es face à de l'inquiétude ou des incertitudes, quand tu as quelque chose comme ça qui t'arrive dessus, c'est un réconfort. Ouais, non, tu prends ça comme une grâce. C'est une chance absolue. Et donc, à partir de là, c'est de se dire, qu'est-ce que j'en fais ? Et donc, comment je saisis cette chance qui m'arrive, qui me permet d'être, là pour le compte, totalement enraciné. C'est-à-dire, quand je suis dans mon atelier et quand je suis dans cette espèce de bulle, je suis parfaitement aligné avec ce que je suis. Et j'avoue que ça ouvre des portes. Et là donc, t'imagines ton avenir beaucoup plus favorablement. La chose par rapport à l'incertitude, c'est que même pendant la période de combat, moi j'ai toujours eu la flamme, en fait. Tu sais, il y a toujours la flamme que tu peux réactiver. Et donc j'ai toujours cru, j'ai toujours cru en moi par rapport à ma capacité à m'en sortir, en fait. Donc, oui, t'as pas eu de doute en tout cas sur ça, fait peut-être ton mental d'entrepreneur et de sportif qui t'a aidé, tu penses je pense. On développe aussi une résilience pendant l'enfance, en fonction des épreuves que tu peux avoir pendant l'enfance, des épreuves que tu as pendant la vie. Tu arrives à créer une forme de résilience forte. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours eu cette flamme. C'est-à-dire, je me suis toujours dit, je m'en sortirai. Même chose que tout était possible. C'est-à-dire que... Capacité à rêver et à... Exactement. À faire marcher le cerveau droit, même si le cerveau marche tout le temps, c'est prouvé. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller puiser au fond de soi cette énergie, on est constitué d'énergie, c'est une énergie vitale. Comment on arrive à l'accorder pour... Je prends l'image d'un instrument de musique, tu vois, si sur un violon les cordes sont pas assez tendues, ça joue pas, si c'est trop tendu, ça casse. Donc c'est vraiment trouver ce point d'équilibre où finalement la musique se met à bien être parfaitement fluide. Exactement. Et donc l'idée, c'est de trouver ce flow aussi et d'être dans ce flow-là. Et j'avoue que quand je suis dans l'atelier, tu le trouves. Ouais, c'est des moments hyper intenses. Mais alors toi, tu étais entrepreneur dans la finance, donc je pense à un profil plutôt pragmatique. Et donc on peut être artiste dans la finance. On peut être artiste dans la finance, mais j'imagine que cette expérience qui relève quand même d'une expérience, non vraiment tangible. Est-ce que toi, ça t'a permis de voir la chose, voir la vie peut-être et la mort d'une autre manière ? Est-ce que ton entourage a peut-être un petit peu douté de ton témoignage, de ce qui était en train de se passer ? Au début de l'incertitude, notamment pour mes enfants et pour mon environnement proche, ma compagne. Enfin, tu vois, tu te dis, qu'est-ce que tu fais de ta vie une fois que t'as ça en main ? Et Dieu sait si être artiste, c'est compliqué aujourd'hui. Dans tous les domaines. Mais j'ai essayé de les rassurer d'abord en leur disant, je pense que c'est vraiment ce qui me convient le mieux et ce qui me plaît. Et ce que je pense que, et je le dis souvent à mes enfants, faites quelque chose pour lequel vous avez du plaisir le matin pour vous lever, parce que vous le ferez bien. Et à partir du moment où vous faites les choses bien, ça marche forcément. Ça, c'est clair. Et je le fais aussi avec mes coachés. Souvent, tu vois, quand ça coince au niveau d'une activité, d'une activité professionnelle, il faut aller chercher peut-être l'endroit où on est plus efficient, où on peut aller
Parce qu'en fait, quand on n'est pas bien, justement, dans un domaine, ça crée aussi beaucoup d'incertitudes. Alors moi, je dis pas que dans la finance, c'était un métier que j'aimais beaucoup. J'avais 2 activités, d'ailleurs. J'avais une activité, je dirais, salariée et ensuite entrepreneuriale, où je faisais de la gestion, de la location d'actifs. Et à côté, j'investissais pas mal dans des startups. Et il y avait déjà un peu d'incertitude, hein, ça, quand on investit dans une startup et qu'on est entrepreneur. Exactement. Par expérience, je peux dire que il y a de l'incertitude mais au quotidien. L'incertitude, je pense que ça permet de créer, d'être créatif, être face à des choses complexes. T'as besoin de trouver les solutions. Donc à partir du moment où tu essayes de trouver les solutions, tu te mets dans une situation où t'as des bonnes idées, t'as besoin de de te fixer des objectifs et de les mettre en action. Et donc une fois que t'as trouvé ça, ce bon trio là, je pense que tu peux faire face à beaucoup d'incertitudes. Et donc, finalement, moi, ça me fait pas très très peur, en fait. L'incertitude est plutôt pour être un moteur. Parce que le thème, c'est décider face à l'incertitude. Tout à fait. Tu prends des décisions parce que tu es face à une incertitude. Et ça comment tu prends les décisions ? Ça, c'est surtout... C'est-à-dire, finalement, quelles sont les ressources que tu as à disposition pour essayer de prendre des décisions les meilleures possibles. Les meilleures, encore une fois, aller vers ce qui est le plus... Moi, je pense qu'il faut aller vers ce qui est le plus facile. C'est-à-dire là où on est capable de le faire. Donc moi, naturellement, je me suis dit, mais oui, la peinture, c'est... Celle qui s'impose à toi, c'est... Exactement. Maintenant, je suis un artiste peintre. Oui, et tu l'assumes, malgré... toutes les difficultés d'être autodidacte, vieux. Et donc, je pense que le choix, c'est d'aller vers la simplicité. Plus tu vas vers des choses faciles, plus je pense que tu sais l'effet de levier que tu peux avoir est fort. Et donc, d'avoir une efficience qui est beaucoup plus forte. Et une fois que tu es dans ce mood-là, tu as une espèce de... moi, je parle beaucoup avec mes coachés, parce qu'à côté, maintenant... Tu as une activité de coaching, oui, on va en parler aussi. J'ai une activité de sparring partner et de coaching, où j'accompagne pas mal d'entrepreneurs, mais pas que, des artistes, des gens des médias et compagnie. Et je pars du principe qu'il faut être en énergie haute. Plus tu es en énergie haute, plus les choses viennent à toi, puisque tu es positif. Si tu as le sourire, les gens viennent... beaucoup plus facilement, professionnel, sympathique, et sans se forcer. Enfin, tu vois, à partir du moment où t'es bien, où tu sens que ce que tu fais a de l'importance, que pour toi, hein, avant tout, je pense que avant tout, c'est pour soi. Moi, je prends toujours j'en ai déjà parlé, mais chaque fois que je prends l'image, c'est dans un avion, quand les masques tombent, le premier, on se le met sur soi. On va pas sauver les gens à côté. Le premier, c'est sur soi. Donc, si toi, tu vas bien, si tu es dans ton bon élément, si tu sens que tu es dans le flow et que tu arrives à dégager un message positif, forcément, les gens rentrent en vibration, en fait. C'est vrai, il y a une question de vibration. Hein. Moi, je suis très sensible, justement, depuis cette expérience-là. Je suis très sensible aux vibrations des gens, mais même aux vibrations des lieux. Il y a des endroits où t'as pas envie d'être, il y a des gens avec qui t'as pas envie de parler, de discuter. Exactement. Je pense qu'il faut être avec des gens qui te boostent, qui sont en bonne vibes avec toi, et ça, c'est important. J'ai accueilli dans le podcast Boris Girardi, qui a eu un accident, qui a été amputé d'un accident de moto, et qui lui-même disait que ça avait vraiment transformé sa vie, et qu'aujourd'hui, quelque part, il vivait aujourd'hui sa plus belle vie, que même si à 10-15 secondes près, il ne pouvait changer le cours des choses, il ne le changerait pas. Et qu'il avait un des grands apprentissages qu'il avait retenu, c'était justement aujourd'hui d'avoir cette capacité à dire non, à ne plus fréquenter ou passer du temps avec des personnes qui ne seraient plus où ils sentent que il n'y a pas le partage de valeurs, d'énergie, et ainsi de suite, et qu'il assumait pleinement cette posture-là. En fait, tu n'as plus le temps de perdre du temps. Et surtout, moi, je vois cette expérience qui te fait grandir. Qui te fait grandir, mais qui te montre surtout que la mort,
Elle peut être là à tout moment. Donc la fin, tu vois, le coup de sifflet, ça peut être à n'importe quel moment. Et donc, le temps est hyper précieux. Et finalement, plus tu es dans le temps, c'est-à-dire plus tu es là, à l'instant T, plus je pense qu'il s'allonge, plus tu lui donnes une vraie authenticité. Et donc... Et t'as besoin finalement d'avoir des rapports authentiques, de partager des valeurs, d'avoir du sens dans ce que tu fais. Et donc ça, c'est super important. Enfin, pour moi, c'est fondamental. Et donc oui, je prends souvent l'image du, tu sais, un bateau, s'il a des trous partout, t'avances pas. Donc, où tu mets des rustines, ou tu changes, tu fais des... Oui, tu vas colmater un peu pour Exactement. avancer. Et en fait, la perte d'énergie, c'est tous les trous que t'as partout. Si tu te perds en énergie sur un job qui te va pas, dans un environnement qui te va pas, avec des gens que t'aimes pas, ou qui te polluent, et dans un contexte qui est, somme toute, compliqué, bah oui, là, en termes d'énergie, tu perds. Donc, c'est pas d'être égoïste que de se recentrer et de se dire, bah voilà, ce qui est important pour moi, c'est ma famille, donner du sens à ce que je fais, avoir un message positif et emmener tout le monde. Enfin, et ça, j'ai eu la chance, grâce à, entre guillemets, ce qui m'est arrivé. J'ai fait quelques conférences et compagnie. J'ai pas mal de gens qui sont venus en me disant mais ce serait bien que tu nous accompagnes, et donc je me suis formé justement aux méthodes de coaching pour accompagner des gens qui ont besoin d'ouvrir des portes justement face à des périodes d'incertitude. Et j'avoue que je dirais que l'éventail que j'ai, que ça soit partie artistique, un peu de sport de niveau, le côté entrepreneur, start-up, m'a fait que tu réponds bien et tu renvoies bien les balles. La boîte à outils parfaite. La boîte à outils parfaite, je sais pas, mais en fait, bonne boîte à outils, exactement, pour pouvoir répondre à des problématiques que peuvent avoir beaucoup de personnes en ce moment. Surtout dans une période où on est face à des incertitudes très, 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 très fortes. Très importantes. Sur des domaines géopolitiques, climatiques. On est dans un contexte un peu lourd, très lourd, où il y a énormément d'incertitudes. D'où le sujet de ce podcast, d'ailleurs. Exactement. Pour essayer de trouver plus facilement des clés et s'inspirer. Et c'est... Oui, on est face à une situation d'incertitude totale, en fait. Et donc, comment, dans cet environnement-là, on se positionne soi, et comment on trouve les clés, justement, pour que... ce monde incertain, mais même face à des révolutions technologiques, moi je pense que novembre 2022, avec l'arrivée de l'IA, ça crée une forme d'incertitude totale. C'est-à-dire, que devient... sur les futurs métiers. Sur nos futurs métiers, moi je vois même au niveau artistique. J'ai bossé sur une IA qu'on a créée en reprenant mes œuvres et pour créer des œuvres. Tu te dis à un moment, où est la place de l'artiste aussi? Donc, ça permet en fait... ces incertitudes permettent aussi de trouver des bonnes clés et d'avoir des drivers qui arrivent à être en phase avec ça. En fait, l'idée, c'est énergie haute et trouver là où on est vraiment dans sa voie, en fait. Dans sa voie. Ça, c'est hyper important. Donc, le plus grand apprentissage, finalement, que tu as retenu de cette expérience et celui que tu transmets à tes coachés, ça serait le résumé. C'est tout est possible. Tout est possible, et garder cette flamme, tu vois, qu'elle soit toujours là, à un moment, être dans une optique où on sait qu'on est sur le bon chemin, en fait. En fait, la vie, c'est un chemin, et l'essentiel, c'est d'être ici, là, maintenant, sur ce chemin-là, et de se dire, voilà, je suis au bon endroit, et je sais que j'avance, sans avoir de regrets, parce que finalement, tout ce qu'on a avant, c'est des expériences, et tu vois, j'ai aucun regret d'avoir bossé dans la finance, je n'ai aucun regret d'avoir fait d'avoir couru, au contraire, ça m'a plutôt permis d'ouvrir des portes, aucun regret d'avoir poussé finalement le corps un peu loin, et finalement d'avoir fait les choix qui sont le plus en alignement avec ce que je suis aujourd'hui. Avec ce que tu es aujourd'hui. Et qui permettent de redonner aussi aux gens qui sont autour de moi.
Et tu vis de la peinture ou est-ce que question. Non, mais c'est une vraie question parce que dans le sens où aujourd'hui, en tout cas, on va dire dans l'approche un peu romantique de l'artiste, du domaine artistique. Du Van Gogh qui a vendu une seule toile, c'est ça? Je crois que tu te qualifies comme ça d'artiste entrepreneur. Ouais. Donc justement, est-ce que tu as réussi à matérialiser une entreprise en vivant de ton art? Et je pense que ça peut être d'excellents conseils si tu as trouvé les moyens. Le moyen, oui. Sincèrement, le seul moyen, c'est de croire en soi. À partir du moment où tu crois en toi, je pense que toutes les portes sont ouvertes. Donc les gens viennent à toi. Donc ça, oui, ça marche bien. Ça marche même très bien. Je pouvais pas imaginer une seule seconde pouvoir vivre de la même façon aujourd'hui avec mon art. Mais au-delà de ça, d'abord, toute la partie création, c'est d'abord c'est pour ce que ça apporte et pour finalement l'empreinte que tu laisses. Et en fait, le fait d'avoir deux... Oui, il y a une chose aussi qui m'a beaucoup aidé, c'est d'accepter d'être slasher. D'accord. De pouvoir passer un accompagnement d'un start-upper d'un côté, faire un coaching après, et me changer, aller peindre. Et refaire la même chose après. J'avais des gens un critique d'art qui m'avait dit, mais être artiste, c'est artiste à 100%, 150% toute la journée, on peut pas faire deux métiers à la fois. Non. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Enfin, sincèrement, ces espèces de croyances limitantes, très bien, restez dans vos certitudes. Moi, j'ai besoin d'avoir le pouls en allant discuter avec des entrepreneurs, avec des gens des médias, avec des artistes. J'ai accompagné des artistes, c'est toujours en coaching aussi. Ça nourrit ta créativité. Ça nourrit ma créativité. Ouais. Et donc, cette espèce de truc en silo où t'es dans un domaine, t'es écrivain, tu peux pas être musicien. T'es musicien, tu peux pas écrire un livre. Enfin, moi, j'aime bien la porosité et le maillage, et tout se nourrit en fait. Et finalement, oui, ça ouvre énormément d'opportunités. Et donc aujourd'hui, j'ai vendu plus d'un tableau. Donc, mais même chose, je pense qu'un Van Gogh, quand tu lis ses lettres à Théo, je pense que c'est quelqu'un qui croyait en lui, qui croyait dans son art, qui croyait dans le message qu'il avait à passer. Et aujourd'hui, ce message, moi, il est lié. Je peins énormément de nature. En fait, j'essaye de peindre l'âme du monde qui nous entoure. Et j'avoue que quand je suis dans mes montagnes, mes forêts, là, en ce moment, je commence une nouvelle série sur les fonds marins et les profondeurs. C'est des moments d'intense, je parlais de vibration, c'est des moments d'intense vibration et de résonance par rapport à l'âme du monde qui prend des pètes en ce moment. Et je pense que si on pensait plus à l'âme du monde et si on s'amusait à essayer de la soigner, on n'en serait pas là. Et je pense que ça passe par un travail d'introspection chez chacun. Si chacun fait ce boulot d'introspection, je pense qu'on serait dans une meilleure situation. Et comment tu nourris ce travail d'introspection, justement? En peignant, en marchant beaucoup, en montagne, en étant proche de la nature, en fait. C'est des moments d'intense... j'ai besoin d'être relié. C'est toujours les racines. Quand je suis dans une forêt, j'ai l'impression d'être totalement relié. J'ai l'impression d'être dans mon élément. Ça vient de mon île natale, cette merveilleuse île qu'est la Réunion. Et c'est un besoin vital, en fait. C'est quelque chose qui me nourrit, qui m'inspire, qui me fait vibrer. Qui t'apaise aussi, et qui m'apaise. Et qui m'apaise énormément. Ouais, je vais chercher vraiment là les sources et elles viennent pratiquement toutes seules. Enfin, ça a été un enchaînement. J'ai fait une première série sur ce qui m'était arrivé sur une première expo qui s'appelait Souviens-toi. À chaque fois, c'est des injonctions que je m'envoie. Ensuite, ça a été
inspire avec toute une série autour des montagnes du Mont Blanc. Ensuite, là, depuis 2 ans... Montagne du Mont Blanc, où tu es effectivement... où j'ai eu, qui a provoqué ton accident. Exactement. Ouais. C'était un hommage. Et là, une nouvelle expo, qui est depuis 1 an, qui s'appelle Regarde, qui est sur les forêts. Et donc, cette injonction de... regarde ce que tu as autour de toi. Et qui ramène aux racines. Qui ramène aux racines et qui... quand on a conscience de ce qui nous entoure, on le protège et on le respecte. C'est hyper important. Je pense que plus on est dans le présent, plus on est conscient de ce qu'on a autour de soi, de son environnement, des gens aussi, je le disais tout à l'heure, plus tu as envie de les protéger, plus tu as envie d'être en lien, que ce soit les gens, la nature, et plus le respect est là. Voilà. Et avec, moi, ma valeur principale et et justement ça me donne, le côté entrepreneur, le côté artiste, c'est la liberté. Donc d'être totalement libre, de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire à n'importe quel moment, sans contrainte. Sans contrainte. Exactement. Est-ce que tu as des rôles modèles, des personnes qui t'inspirent, que tu suis, ou contemporaines ou non, Oui, j'en ai beaucoup. J'ai lu pas mal de biographies de personnages. Celui qui me viendrait, c'est toujours compliqué en fait, parce que de faire des choix. Alors le livre que j'envoie à tous mes coachés, c'est un bouquin de Rosenberg sur la CNV. Communication non violente. La communication non violente, qui pour moi a été une découverte. Tu peux changer le monde en utilisant la CNV. Et la CNV, si on parle de grands hommes qui ont permis un Gandhi avec l'Empire britannique, un Mandela, c'est des gens inspirants qui ont pu faire changer des systèmes, qui ont pu faire avancer des causes en essayant de faire que le sang coule le moins possible. Et voilà, ça, c'est des gens vraiment inspirants qui arrivent à changer les choses et à faire avancer les choses en étant le moins directif. Alors, je dis pas que le consensus est toujours la bonne solution, mais la CNV est quelque chose qui est hyper important. On devrait tous être formés à la CNV. C'est clair. Mais sincèrement. Oui. Et aujourd'hui, je regrette. Dès l'école, mais, dès la primaire, mais je pense. C'est évident. C'est une certitude. On devrait être formé à la CNV. C'est quelque chose qui est fondamental. Les paroles sont lourdes de sens. Elles sont... donc, à partir du moment où tu maîtrises le langage, que tu maîtrises ta façon de t'exprimer, d'essayer de ne pas blesser, d'essayer de... c'est fondamental. Et oui, ça devrait être... et même chose, on devrait être coaché très tôt. Moi, si j'ai un regret, c'est de ne pas avoir fait de coaching, d'avoir fait un coaching vers les 30-35 ans. Je pense que ça aiderait. Si tu devais résumer la CNV en une phrase. Questionne. Questionner l'autre. Se questionner les autres. Parce qu'à partir du moment où on se questionne, on se met dans la peau de l'autre. Et finalement, ce qui est le plus important, c'est se mettre à la place de l'autre, et c'est que l'autre comprenne pourquoi tu réagis comme ça. Ton ressenti. Ton ressenti. À partir du moment où tu questionnes la personne l'intègre. Si tu arrives en disant de faire quelque chose, ou en donnant un conseil, ça a beaucoup moins de portée que... si ça t'était arrivé, comment t'aurais réagi? Si tu étais dans cette situation-là, comment tu ferais? Rien que ça, c'est à partir du moment où tu vas intégrer, parce que t'as ta partie d'émotion, t'as la partie d'expérience, t'as ton vécu qui fait qu'à un moment, tu l'intègres. Et donc, le fait de l'intégrer, ça change fondamentalement ta façon d'appréhender les choses. Oui, de percevoir les choses, percevoir les comportements des autres. Exactement. Merci beaucoup, Tristan. Merci, Anne-Sophie. Super J'ai échange. une dernière question. Oui. Qu'en est-il de ton acouphène aujourd'hui? Il est toujours là et il me guide. D'accord. Toujours aussi présent? Toujours aussi présent. Entre-temps, j'ai perdu le goût et l'odorat après mon expérience de mort imminente. Donc, ça fait 3 sens. Ça fait manière définitive? Pratiquement. Mais voilà, il y a d'autres
d'autres dons, d'autres D'autres dons qui se sont développés. Enfin, là, il y a au moins le don de la peinture. Et l'acouphène me guide. Donc, il est là. Il est fatigant de temps en temps. Mais il me guide. Et t'as pas trouvé d'autres moyens aujourd'hui puisque avant tu avais la course, la peinture ne te permet pas de... Ah oui, d'accord. La peinture, quand je suis dans des moments d'intensité forts, parce que c'est des moments d'intensité très très forts, les moments où je peins me permettent d'atténuer. D'accord. Et beaucoup moins d'incertitude. Et beaucoup moins d'incertitude. Si on veut te retrouver, Tristan, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Instagram, LinkedIn, Facebook. J'ai un site aussi, viscoc.com, où on voit mes œuvres. Exactement. Et les podcasts, les bons podcasts. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode de cette première série, Prendre des décisions face à l'incertitude. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez nous envoyer de bonnes ondes, le meilleur moyen est de lui attribuer 5 étoiles et le partager autour de vous. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez approfondir les thématiques abordées dans cet épisode, n'hésitez pas à me contacter directement sur LinkedIn. Enfin, vous pouvez suivre ce podcast sur les plateformes dédiées, activer les notifications afin d'être informé de la sortie des prochaines séries. Encore merci à vous pour votre écoute et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Learning Matters.